Il s'approche de lui quand le mec plonge la main dans sa veste et en ressort un pistolet semi-automatique. Jay a à peine le temps de faire un pas dans l'autre sens quand l'arme tire 3 coups à bout portant. Salut les champions! Percer dans la musique, c'est extrêmement difficile. Pour l'immense majorité des artistes qui se lancent, ça relève même du miracle. Or, il y a un homme qui a su provoquer sa chance et abattre les barrières comme personne d'autre avant lui. Un homme qui est souvent reconnu comme le meilleur rappeur de l'histoire. Un homme qui détient le record du nombre d'albums numéro 1 devant Elvis Presley et Taylor Swift. Un homme qui est devenu milliardaire grâce à sa musique. Cet homme, c'est Jay-Z. Pourtant, à la base, personne n'aurait parié sur Jay-Z. Ses chances de finir en prison ou au cimetière étaient bien plus grandes que celles d'occuper la villa la plus chère et la plus luxueuse de l'État de Californie. À plusieurs reprises, sa carrière a failli se terminer et sa vie personnelle a failli basculer. Il a failli tout perdre. Alors comment Jay-Z s'est-il sorti des situations les plus dramatiques? Comment a-t-il atteint un niveau de rap astronomique et un succès planétaire en partant de zéro? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans le 69e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. UMG monétise mes vidéos comme si c'était les siennes. Je compte sur personne à part mon sponsor, c'est NordVPN. Ils font bien plus de thunes que c'est Ronaldo, mais ça laisse en chien avec un dollar jaune. Même pas un Mikado, million d'impôts. Big Nord change de serveur par au Colorado. La chio, mon Fuji, elle se clique partout. J'goûte tous les sushis, frère, et les platours. Enfin, je suis repas. Ouais, comme si c'était Splatoon. Attends, c'est pas tout. Ah ouais? Je crois ils ont d'autres cartouches. Catalogue étranger, Disney, Netflix, t'as tout. MotoGP, F1, tous les buts de Liverpool. Discrétion, c'est mon ADN. Je disparais comme le freestyle ACR. Allez, trop rapide pourtant j'accélère. Le succès est planétaire, l'explosion nucléaire. Tu te sens perdu, faut que tu guettes un GPS. Car je n'ai qu'un seul sponsor, c'est NordVPN. Un seul sponsor, c'est NordVPN. Je drive une Big Twingo, il roule en Mercedes. J'ai qu'un seul sponsor, c'est NordVPN. Rendez-vous sur mon lien nordvpn.com/lerèglement pour bénéficier de 4 mois gratuits et d'une grosse réduction sur les abonnements de 2 ans. 1945, les États-Unis et leurs alliés remportent la Seconde Guerre mondiale face à l'armée nazie. Les soldats américains rentrent alors au pays, bien décidés à reprendre une vie normale et à fonder une famille. L'économie du pays explose, des entreprises se créent chaque jour et elles embauchent à tire-larigot. Le problème, c'est que les villes ne disposent pas d'assez d'habitations pour accueillir tous ces nouveaux travailleurs, notamment les plus pauvres. L'État décide alors de subventionner la création de logements à loyer modéré. Dans ce cadre, la ville de New York rachète les terres d'un vieux moulin néerlandais dans l'arrondissement de Brooklyn pour y construire un gigantesque ensemble de HLM, les Marcy Projects. Les populations les moins aisées de New York s'y installent rapidement. Marcy devient l'endroit du mélange, du melting pot des communautés, des Afro-Américains, des Portoricains, des Chinois, des Juifs, des Arabes et quasiment aucun blanc. Cinquante ans plus tard, un couple d'Afro-Américains, Gloria Carter et Adonis Reeves, conçoit son 4e et dernier enfant et il le nomme Sean Quarry Carter. That's a nice name. Yeah. Le jeune Sean débarque alors dans une famille de passionnés de musique. À la maison, ça tourne en boucle. Michael Jackson, Marvin Gaye, Prince. Les années 70 marquent l'apogée de la soul, de la funk et du disco qui portent avec eux toute la culture noire américaine. La famille passe ses soirées à danser devant la télé avec le volume à fond. Ah, c'est pas bientôt fini ce bordel là? On peut pas dormir là, oh! Coupe le son! Oh, ça suffit! À l'école, Sean, c'est un enfant beaucoup plus discret et timide. Et il a de très bonnes notes. En fait, sa mémoire est juste excellente. Il suffit qu'il lise une fois la leçon pour tout retenir et tout recracher tel quel pendant les contrôles. You are now looking at one smart black boy.
Mama ain't raised no fool. En apparence, tout se passe bien donc, mais la vie n'est pas vraiment rose dans les Marcy Projects. Le quartier est très pauvre et la drogue et la violence s'y installent de plus en plus. Le père de Sean, Anis, est touché par les deux fléaux. Il plonge dans les drogues les plus hard ainsi que dans les aspects les plus sombres de la vie de rue. Et un jour, un drame se produit. Son frère se fait assassiner d'un coup de couteau. Anis est bouleversé, il est submergé par une haine incommensurable et il quitte la maison pour se mettre en quête de vengeance. Il ne reviendra jamais. Sean a à peine 12 ans et toute sa vie s'effondre. Son modèle a disparu et avec lui toute sa stabilité et son innocence. I wanted to walk just like you, wanted to talk just like you, wanted to drink Miller Nips and smoke Newports just like you, but you left me. Now I'm going to court just like you. You said you was coming through, I was staying in the hallway, always playing the bench, and that day came and went. Fuck you very much, you showed me the worst kind of pain. Was a kid torn apart once his pop disappeared. I went to school, got good grades, could behave when I wanted, but I had demons deep inside that were raised when confronted. Sean doit désormais vivre avec des démons qui le hantent chaque jour. D'autant que la vie à Brooklyn n'est pas facile pour un jeune ado comme lui. Un soir, alors qu'il rentre chez lui dans un métro quasi vide, il remarque deux mecs chelous en face de lui. Il le regarde, il les regarde, il le regarde, il les regarde, bref, il se fait casser la gueule. En réaction, Sean décide alors de s'acheter un gun. Ce qui en fait n'est pas si difficile, hein. Les armes sont en vente légale et à l'époque les ados n'ont aucun mal à se procurer des Glock, des Uzi ou encore des fusils d'assaut avec des lunettes et des silencieux. À 12 ans, Sean possède donc un flingue et en même temps ces démons lui provoquent des accès de colère incontrôlables. Vous le sentez venir, le cocktail il est pas excellent. Un soir, ça part en dispute avec son grand frère Eric qui lui a soi-disant volé une bague en or. Sean dégaine et il lui tire une balle à bout portant. Got intense, real intense as we got older. Never believed it would lead to me popping one in your shoulder with my rings. Knew you had it cause you took too long. Confused, I just closed my young eyes and squeezed. La balle atterrit dans l'épaule d'Eric et il est transporté en urgence à l'hôpital. Mais à l'époque, il y a tellement de blessures par balle à Brooklyn que la police ne daigne même pas faire une enquête sur l'affaire. Eric, lui, il pardonne directement à Sean. C'est pas grave, frère. Et ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais Gloria, la daronne, elle a du mal à gérer ses 4 enfants puisqu'elle doit travailler dans 2 jobs en même temps pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille, qui vit alors dans une grande précarité. C'est là qu'une opportunité va se présenter devant Sean. Son ami Dee Even, avec lequel il joue au basket, lui propose un plan pour se faire de l'argent facilement. Il suffit de vendre du crack. À l'âge de seulement 15 ans, ils ont donc rendez-vous avec Didi, un dealer du coin qui leur explique comment s'approvisionner et comment vendre sans se faire cramer. Dans sa bouche, ça semble simple et pas trop risqué. Quelques mois plus tard, Didi est assassiné après qu'on lui ait fait bouger ses couilles. Et malheureusement, c'est pas une expression. Pourtant, cette histoire tragique et glauquissime, elle est pas suffisante pour décourager Sean et Dee Even. Ils développent même leur propre stratégie. Ils s'approvisionnent à New York, puis se rendent dans le Maryland et la Virginie, là où il y a moins de concurrence et où ils peuvent vendre beaucoup plus cher. Et ça marche. Le crack, c'est un produit ultra rentable. C'est de la cocaïne diluée, ce qui permet de multiplier les profits par 4 par rapport à la vente de pur. À son prime, Sean écoule jusqu'à 1 kg de coke par semaine, qu'il achète 12 000 $ et qu'il revend dans les 50 000 $. Il commence à brasser un max, mais il reste discret dans son mode de vie. Là où tous les gros gérants claquent des Mercedes et des BM, lui il roule en Lexus tranquille. Il sait que se faire remarquer, c'est juste le meilleur moyen de se faire péter. Pour autant, il porte beaucoup d'attention à être vu comme un vainqueur, comme un boss, comme le numéro 1 de sa zone. Dans la rue, les petites frappes se font écraser et pour survivre, il faut absolument s'imposer. When you were growing up, what kind of things did you see? Were you witness to street crime? You saw that kind of stuff going on around you? I was partaking in it. Un jour, une bande rivale vient vendre sur leur terrain. Sean et Dee Even débarquent en Y et ils dégainent leur Glock. Les Ops battent en retraite et les deux compères gardent le contrôle du marché. Et cassez-vous, bande de merde. Sean a donc trouvé sa vocation, celle de hustler. C'est un mot qu'on peut traduire par dealer, magouilleur ou mec qui se démerde. Mais dans son esprit, il est surtout un entrepreneur. C'est juste que ses business sont pas vraiment déclarables à l'URSSAF. Yeah, I would what you consider a hustler. Drug dealer. It's a harsh word, yeah. Au même moment, New York et sa banlieue voient l'essor d'un mouvement artistique et culturel majeur, le hip-hop. En 1979, Rapper's Delight du Sugar Hill Gang devient le premier son issu de cette culture à atteindre le top 40 américain.
bop. The hip to the hip and the hip hip. The hopper you don't stop. Rock it to the bang bang. The boogie say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Dans les rues du Bronx et de Brooklyn, les jeunes s'attroupent pour exposer leur flow. Sean rentre d'une petite partie de baseball et il voit un cercle de mecs qui tapent dans leurs mains. Il s'approche et remarque un mec qui parle de façon calée sur les temps. On appelle ça le rap. Tiens, quelle surprise. Le frérot raconte qu'il est trop chaud au basket, que les meufs le kiffent et il a un style et des rimes de fou. Sean est choqué. Il rentre chez lui et il se met à écrire ses premiers couplets. Petit à petit, il commence à lui-même rapper dans les cercles, aussi appelés cypher. Il se fait alors repérer par un mec plus expérimenté et extrêmement chaud en rap, Jaz-O. Jaz-O prend Sean sous son aile et lui apprend tout ce qu'il y a à savoir sur la technique du rap, les différents flows, les rimes multisyllabiques, les métaphores, les jeux de mots, l'importance d'avoir un personnage et des punchlines percutantes. Puis il lui livre son plus grand secret. Pour que ça ait l'air facile, il faut en réalité travailler super dur. Et ça tombe bien parce que Sean, il est forgé par la rue et il a en lui cette volonté d'être le boss, le numéro 1 dans tout ce qu'il entreprend. Il va alors appliquer cette mentalité de hustler au rap. Chaque jour, il écrit des pages de texte et il passe ses nuits à les rapper en tapant sur la table de la cuisine. I used to write so much as a kid, like growing up. I used to write so much. My mom was like, "Get away from that table." Like she thought I was crazy. I used to write every day, just write for hours and hours and hours. Il prend très vite en niveau et il commence même à faire des battles dans son lycée, notamment contre un mec qu'on appellera plus tard Busta Rhymes. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want. Petit poste. Petite musique douce. Mais pour que Sean puisse être pris au sérieux dans cette discipline, il lui manque encore quelque chose. Et oui, un blaze de rappeur. Pour définir son nom de rappeur, Sean décide de reprendre le surnom que lui donnent les grands du quartier, ceux qu'il retrouve dans les cyphers. Les mecs l'appellent le Jazzy Little Dude, le petit gars flamboyant. Il stylise le nom pour que ça ressemble à celui de son mentor Jaz-O. Et voilà donc Jay-Z. Here I am, the man. I'm swinging and singing and bringing the light on the mic. Again, together forever, endeavor to always prevail. Well, wherever the weather, I'm better, you seem to pale in comparison. Jay-Z's embarrassing. Your time after, rigor the rhyme after, rigor the last Jay-Z rhyme, so you can say I'm superb, Bayline. À ce moment-là, Jaz-O commence à devenir un rappeur reconnu dans le milieu hip-hop et il enregistre ses premiers sons en studio. Jay-Z l'accompagne partout et il a même le droit de poser quelques couplets. Oui, on a tous remarqué la même chose, ce t-shirt Où est Charlie? Non mais sérieusement. L'autre chose remarquable, c'est le flow ultra rapide de Jay-Z, un flow de mitraillette ou de chopper en anglais. C'est le genre de flow qui feront aussi connaître Twista, Tech 9 ou encore son pote de lycée Busta Rhymes dans les années 90 et 2000. Et ce flow impressionnant du jeune Sean attire même l'attention d'un des plus grands rappeurs de Brooklyn, Big Daddy Kane. Kane propose alors à Jay-Z et à plusieurs autres rappeurs émergents de les rejoindre sur sa tournée. Parmi eux, il y a un jeune artiste né à New York mais qui a récemment déménagé sur la côte ouest, Tupac Shakur. Tupac et Jay-Z ont un rôle bien précis. Ils doivent occuper le public au milieu des concerts quand Kane commence à fatiguer et a besoin d'aller boire un coup. Cette expérience permet à Sean de prendre encore en niveau. Il s'inspire énormément du flow de Kane et il étudie aussi celui de Rakim, une autre référence de New York qui multiplie les assonances et les rimes multisyllabiques avec une confiance en soi rarement vue auparavant. Et ça se ressent de ouf dans les textes de Jay. Checkez-moi ces rimes chiadées. Jay-Z was a dope MC, but I mean, you know, Jay's a real quiet and shy type of dude. So I never, you know, I never really saw him being
the mega star that he became. Pendant ce temps, la carrière de Jaz-O s'apprête à accélérer. En 1988, il signe son premier contrat d'artiste avec le label anglais EMI qui lui promet une avance de $500 000. Il s'envole à Londres et dans ses bagages, il emporte Jay-Z. Jaz-O et Jay-Z découvrent à quel point c'est trop bon la vie d'artiste. Studio professionnel, balade en limousine, bouteille de champagne. Mais si EMI investit autant, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. Leur concurrent Sony Music est en train de casser les charts avec sa nouvelle star Will Smith, a.k.a. le Fresh Prince. The Fresh Prince, c'est des sons rigolos et ensoleillés et ça permet d'atteindre un public beaucoup plus large que la musique violente et grise du ghetto. EMI a flairé le bon filon et ils pensent avoir trouvé leur Will Smith. Ils imposent à Jaz-O des chemises hawaïennes et des petites instrus au ukulélé et forcément, c'est une catastrophe. Bilan mitigé. Mieux faire. L'album de Jaz-O fait un giga flop et son label le lâche dans la foulée. Le problème, c'est que Jaz, il a tout claqué en soirée et en sap de luxe et du coup, il se retrouve sur la paille avec sa carrière totalement éclatée dans le mur. Sean se rend alors compte de la dure réalité du milieu de la musique. Les labels, c'est des blancs en costume qui en ont rien à foutre d'eux et de leur vision artistique. Ils sont là pour exploiter les jeunes artistes et ils sont prêts à les jeter le jour où ça les arrange plus. Sean décide donc d'abandonner totalement l'idée de faire carrière dans la musique. Désormais, il va se concentrer sur sa vie de hustler, là où il y a de vraies thunes à se faire. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Brooklyn, son célèbre pont, ses maisons aux briques rouges, ses moineaux, son métro aérien, ses 2 dealers de crack qui chillent au soleil. Quand soudain... Feds came to get me, we both fled quickly. Wasn't quick enough to jump over the hedges with me. Got caught, and that's when our relationship strained. The lawyer I retained, you said you leaking some things. All this after a week in the bing. I'm at labeling of a snitch is a lifetime star. You always be in jail, nigga, just minus the bar. Jay-Z perd alors un associé et un ami. Le business devient de plus en plus routinier, morne, triste. Il a plus personne avec qui déconner et plus de soutien en cas de coup dur. Un soir, Jay arrive pour vendre sur un nouveau terrain, mais il y a un mec bizarre qui a l'air de l'attendre. Il s'approche de lui quand le mec plonge la main dans sa veste et en ressort un pistolet semi-automatique. Jay a à peine le temps de faire un pas dans l'autre sens quand l'arme tire 3 coups, à bout portant. Les 3 balles n'ont jamais atteint leur cible. Sean Corey Carter est un miraculé. Sean a alors une révélation. S'il continue sa vie de dealer, il va finir soit en prison, soit au cimetière. Il doit donc changer de carrière. Et la seule autre chose qu'il sait faire, c'est du rap. En 1994, Jay fait la rencontre de Damon Dash, une rencontre qui va tout accélérer. Dame, c'est un promoteur de soirée, le genre de businessman un peu ripou qui offre des bouteilles de champagne aux meufs pour essayer de remplir ses boîtes de nuit. Et après avoir écouté les freestyles de Jay-Z, il capte qu'il y a quelque chose à faire. Il insiste pour organiser quelques sessions studio et même tourner un premier street clip. Ça s'appelle I Can Get With That et c'est sur une instru du DJ Clark Kent. I don't kick it, I point it. I'm so wicked, you want it? My tongue decides from licking my fingers and counting the punished. So I bought a money machine and it goes Bon, là, y a pas besoin d'être un génie pour se dire y a quelque chose. Et pourtant, aucun label ne veut de Jay-Z. Dame et Jay enchaînent les rendez-vous, mais personne n'est convaincu. Ni Columbia, ni Def Jam, ni Upton. Personne. Après, faut voir qu'à l'époque, le rap, c'est très mal vu. Les blancs racistes voient cette musique noire d'un très mauvais œil, et même au sein de la communauté afro-américaine, beaucoup s'opposent à cette nouvelle forme d'expression. C'est le cas de ce pasteur de Harlem qui prend le volant d'un bulldozer pour écraser des piles de CD de rap. On va buter ton CD.
En soutien à ce geste, la radio de la communauté noire WBLS bannit tout simplement toute chanson de rap de ses ondes. Ah ouais, dur. Et dans ce contexte, forcément les labels ils croient pas du tout que le rap d'un dealer de Brooklyn ça peut dépasser le cadre de son propre quartier. Qu'à cela ne tienne, Dame et Jay ont une solution. Si aucun label ne veut d'eux, ils ont qu'à créer leur propre label. Why do all this work, put all this work in, and then just give all this money to these major companies when we could do it ourselves? Et c'est ainsi qu'en 1995 naît le label indépendant Roc-A-Fella. Le nom fait référence aux lois Rockefeller qui imposent une peine planchée de 15 ans de réclusion criminelle pour la vente de stupéfiants. Et c'est bien sûr également une ref à John D. Rockefeller, le premier milliardaire de l'histoire. Jay-Z a un objectif très clair en tête. Il quitte sa vie de dealer pour devenir le nouveau Rockefeller. I'ma get it or I'ma die trying. If I don't try, what am I doing? What kind of life am I saving? Mais un label, ça coûte très cher. Il faut financer les sessions studio, les clips, les CD, les t-shirts, les flyers. Ça fait beaucoup là, non? Heureusement, Jay peut compter sur les quelques centaines de milliers de dollars qu'il cache sous son matelas. De l'argent pas très propre, mais bon. L'argent n'a pas d'odeur. Ces thunes permettent de financer un premier vrai clip, In My Lifetime, qui sort en 1995. Everybody from Brooklyn. Le son il a pas vieilli. Non c'est fou, la vibe est incroyable. Jay-Z il a juste trop de flow. Continue le docu frère. À partir de là, tout s'enchaîne très vite. L'année suivante, Jay sort un nouveau single, Dead Presidents, en référence au président décédé représenté sur les différents billets américains. My rise the richest, surprise the bitches, think harder. You know this nigga, Jay-Z, Sean Carter, GS the fuck up, GS the fuck up. Watch me shine like a bright lamp, gets the fuck up. Jay-Z rentre de plus en plus dans ce costume de Rockefeller, de futur milliardaire. Il parle d'objets de luxe dans ses lyrics et dans ses clips, il dispose d'un hélicoptère et il mise des liasses de billets avec ses amis. Et parmi ses nouveaux potes, on peut notamment remarquer un rappeur de Brooklyn qui fait désormais beaucoup de bruit dans le monde du hip-hop. Il se nomme Christopher Wallace, mais on l'appelle plutôt Notorious Big. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Une amitié commence à se développer entre les deux rappeurs. Sur le tournage du clip suivant, Big fait fumer de la weed à Jay, alors que ce dernier ne consomme jamais rien. Résultat, il est foncé sur la moitié des images. Mais c'est en studio que la connexion va prendre une autre ampleur. Au moment d'enregistrer leur premier feat, Biggie se rend compte que Jay-Z n'écrit jamais ses textes. En tout cas, jamais sur papier. I don't write none of my songs. I just go in the studio and do them. Like I don't write them ever. Jay écoute l'instru, il réfléchit dans sa tête et il atomise la track en 5 minutes. Hey yo, peep the style and the way the cops sweat us. The number one question is can the feds get us? I got vendettas and dice games against ass betters and niggas who pump wheels and drive jettas. Take that with you. Biggie est choqué par le flow. Une théorie souvent reprise par les connaisseurs, c'est que c'est suite à cette session studio que Notorious Big a décidé qu'il fallait qu'il élève encore son niveau de jeu afin de garder sa couronne, ce qu'il fera sur son dernier album, Life After Death. Et le Big, c'est pas le seul à être traumatisé par les rimes de Jay-Z. Certains clubs de New York commencent à jouer les sons et à chaque fois, c'est du délire. Les premiers concerts de Jay font aussi salle comble et après un lobbying intensif de Dame Dash, la station Hot 97, la radio de référence dans le hip-hop, accepte de passer certains sons. Avec cette nouvelle caisse de résonance, Jay-Z devient l'artiste à suivre dans tout New York et bientôt au-delà. Ce buzz permet à Roc-A-Fella de signer un deal de distribution avec Priority Records, une succursale d'Universal. Ça va permettre de distribuer les CD de Jay-Z dans tous les magasins américains, alors que jusque-là, ils vendaient des CD gravés dans la rue. À l'époque, les deals de distrib, tu récupères jamais plus de 50%. Mais Jay et Dame, c'est des mecs de la street et ils ont connu des deals autrement plus tendus. Avec leur technique de négociation intraitable, ils obtiennent 80% des droits des sons, ce qui est inédit à l'époque. Avec ce nouveau deal en poche, Sean se met alors à travailler sur son premier album, Reasonable Doubt. C'est à cette époque que le rap devient plus vrai et plus hardcore. C'est plus une musique qui sert uniquement à ambiancer les soirées. Le rap décrit de plus en plus souvent la vie de la rue, voire carrément la vie de gangster, avec des artistes comme Run DMC, Ice-T, Notorious Big ou Nas, pour ne citer que la côte Est. Le rap devient plus dangereux et en même temps il devient plus fascinant, à la manière des films de gangsters qui se multiplient également dans les années 90. Jay-Z, il hésite pas à forcer le trait.
Sur la cover de Reasonable Doubt, il apparaît en gangster à la Al Capone, ambiance mafia italienne. Et dans ses lyrics, il n'hésite pas à citer Don Corleone et Tony Montana, les anti-héros du Parrain et de Scarface. My portfolio leads to Don Corleone, nigga, please. 10-year felon, heavy on the wrist. Can't do for Dolo. Had to turn away when Tony killed Manolo. That's real. Mixed feelings like a mulatto. Et pour le clip de Un de nos, il reprend carrément une scène du film de Brian De Palma. Mais ce qui fait la force du personnage de Jay-Z, c'est qu'il se base sur du réel, sur du vécu. Sean, il a vraiment été dealer. Il a vraiment connu des situations dramatiques dans la rue. Et ça se ressent dans sa manière d'écrire, dans son vocabulaire et dans les détails qu'il distille au fil des rimes. Hip hop, you know, I think it's like crying, it's like a scream from the ghetto, like, you know what I mean? Like, yo, this is what's going on here. Et comme Sean a déjà 26 ans au moment d'écrire l'album, il a aussi du recul sur cette vie. S'il joue sur son image de gangster, il cherche pas pour autant à la glorifier outre mesure, à en faire un exemple. Il tient aussi à montrer ce qu'il y a de mauvais, de démoniaque dans la quête d'argent à tout prix, et à quel point ça a failli détruire sa propre vie. My crew and me commit atrocities like we got immunity. You guessed it, manifested intangible goods, platinum Rolex, yeah. My flesh, no nigga could test. My soul is possessed by the evils in the form of diamonds and Lexuses. True, come test me. I never cower for the love of money, son. I'm giving lead showers. L'album Reasonable Doubt sort le 25 juin 1996 et c'est un classique de l'histoire du hip-hop. Yo, I'm making short-term goals when the weather falls. Yes, put away the leathers and put ice on the gold. Chilly with enough bail money to free a big Willie. High stakes, I got more at stake than Philly. Le niveau de Jay-Z là-dessus, c'est vraiment monstrueux. Les prods de Clark Kent, de Ski Beats, de DJ Premier, elles ont une saveur inégalable. Les amateurs de rap de l'époque sont conquis. Mais pour autant, l'album n'atteint pas vraiment le mainstream. Pour ce genre de musique, il y a toujours une sorte de plafond de verre qui semble infranchissable. Mais Sean, il accepte jamais la défaite. Et ce plafond, il va tout faire pour l'atomiser. Pendant ce temps, sur la côte ouest, le gangsta rap est en train de prendre une ampleur inédite. Les connexions se multiplient entre Dr. Dre, Snoop Dogg et Tupac et elles sont couronnées de succès. En réaction, Notorious Big crée son propre super groupe de rap. Nommé The Commission, il rassemble entre autres Jay-Z, Puff Daddy et la rappeuse Charlie Baltimore. Très vite, une compétition se crée et la tension monte entre les artistes des deux côtes. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg. Y'all don't love us. Y'all don't love us. Cette rivalité, elle est nourrie par des clashs. Par exemple, lorsque Tupac s'en prend à son ancien collègue, Jay-Z. Oh, how we do these niggas, but I'm not gonna cry. I'm a bad boy killer. Jay-Z got to. Mais c'est bien la confrontation entre Notorious Big et Tupac qui s'enflamme avec une portée encore jamais vue dans l'histoire du hip-hop. Et tu t'es fait tirer dessus, et j'ai baisé ta meuf. Je vais pas tout vous refaire, je pense que vous connaissez l'histoire. Tupac et Biggie sont malheureusement assassinés en moins d'1 an. Jay-Z perd alors son meilleur allié dans le monde du rap, celui qui pouvait lui apporter un large succès auprès du public. Il va donc devoir se faire absolument tout seul. Et pour ça, il a une stratégie. S'il peut plus travailler avec Notorious Big, il va travailler avec son producteur Puff Daddy, l'homme derrière ses énormes tubes comme Juicy ou Big Poppa. Un homme également derrière des bails beaucoup plus sombres, mais ça on le découvrira que 26 ans plus tard. Jay essaye aussi de rendre son rap plus simple et plus accessible en abandonnant notamment son flow mitraillette. Il en profite également pour changer de distributeur en signant chez Def Jam Recordings. Il aura ainsi accès à une plus large distribution auprès d'un public rap désormais beaucoup plus développé. Le 4 novembre 1997 sort In My Lifetime, le premier volet de ce qui deviendra une trilogie. Et les fans de Jay-Z sont dégoûtés. Ah ouais, c'est dur. En fait, ils retrouvent pas la formule qui les avait fait kiffer dans le premier album. Il y a ni le flow, ni le personnage. D'un chef de gang mafieux, on passe à une sorte de player en costard vert qui fait des pas de danse hasardeux à la fête foraine. Et même s'il y a selon moi quelques très bons sons dans ce projet, la formule ne trouve pas son public. Jay-Z a perdu sur toute la ligne. Il a à la fois déçu ses fans et échoué à en conquérir de nouveaux. Il doit donc tout reprendre à zéro.
Pour le projet suivant, il adopte alors une toute nouvelle stratégie. Il revient à son personnage de Reasonable Doubt, beaucoup plus vrai et beaucoup plus charismatique. Et le côté accessible, il va pas aller le chercher dans son rap, mais dans ses instrus. Il veut étendre sa palette, s'ouvrir à plus d'influences, à plus de genres musicaux. I'm into music that has soul in it, whether it be rap, R&B, pop music or whatever. As long as the person's soul, when they're making it, I can feel their soul, you know, through the wax, and that's what I really listen to. Il s'entoure alors de nouveaux beatmakers avec des idées fraîches, Swiss Beats, Timbaland et DJ Mark, The 45 King. Lui, c'est un mec qui arrive à faire des connexions là où il y en a pas forcément. Il connectera par exemple des années plus tard Dido et Eminem sur Stan. Et là, il arrive avec une idée assez chelou, sampler une comédie musicale qui raconte la vie d'un orphelinat pendant la Grande Dépression. Pourquoi pas? Chelou quand même. Le film s'appelle Annie et on y retrouve cette chanson. La vie difficile des enfants de l'orphelinat, au fond, ça procure les mêmes émotions que la vie difficile des jeunes dans le ghetto. Si Sean arrive à se l'approprier, il peut y apporter une nouvelle saveur. From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen, for dropping some of the hottest verses rappers ever heard. Ce son, c'est un énorme tube, un raz-de-marée. Toutes les radios se mettent à le jouer, la chaîne de télé MTV bastonne le clip. Du jour au lendemain, Sean devient une superstar. Le 29 septembre 1998 sort Volume 2 Hard Knock Life et c'est le premier album de Jay-Z qui se place numéro 1 des charts américains. It's a beautiful thing, like number one in the whole country. That's his major accomplishment. Yeah, and we went out to the Bronx, so we celebrated cigars and champagne and all that. Les instrus novatrices permettent de toucher un public beaucoup plus large, notamment les jeunes ados des classes moyennes blanches qui n'avaient jamais entendu parler de Brooklyn jusqu'alors. Of the 5 million he sold, how many were sold to white suburban kids? I would say over 4 million. 65%, maybe 70%. Of all of rap music sales are purchased by white people. Et ce nouveau public est lui aussi sensible au personnage de Jay-Z. D'abord à son côté hors la loi et dangereux, mais aussi à sa détermination, sa mentalité d'entrepreneur qui part de rien et qui va tout faire pour devenir riche. Et il y a aucun mythe plus puissant aux États-Unis que celui du self-made man. I made it so you could say Marcy and it was all good. I ain't cross over, I brought the suburbs to the hood. Made them relate to your struggle, told them about your hustle. Went on MTV with do-rags, I made them love you. Encore une fois, l'équipe de Rockefeller a bien négocié le deal avec le distributeur et au lieu de grappiller 1 ou 2 dollars par album, ils en touchent 4. C'est un coup de maître masterclass. Volume 2 ramène 20 millions de dollars au label. La vie de dealer est définitivement terminée. Jay-Z est sur un petit nuage. Tout se déroule comme prévu. Et pourtant, tout va bientôt être mis en cause. L'année 1998 est exceptionnelle. Et je parle pas du premier Metal Gear Solid d'Ocarina of Time ou du but d'Emmanuel Petit à la 93e minute, mais bien du hip-hop qui brille comme jamais. Outkast, Mos Def et A Tribe Called Quest sortent des projets marquants. DMX est 2 fois numéro 1 des charts et Lauryn Hill délivre un classique. Mais la nouvelle sensation du rap, c'est bien Jay-Z qui concentre d'énormes attentes sur ses épaules après le succès de Volume 2. Or, il y a un grand danger qui guette. Le piratage se développe à vitesse grand V avec des logiciels comme Napster, Emule et Kazaa, et un leak sur ces réseaux détruirait tous les espoirs commerciaux du futur album. Novembre 1999, la sortie de Volume 3 est prévue dans moins d'1 mois, quand soudain, l'album est là. Dispo gratuitement sur tous les réseaux. C'est une catastrophe. Et Sean connaît le coupable. Pour lui, c'est certain, c'est ce traître de Lance Rivera, un producteur qui a taffé sur un des sons du projet. Quelques jours plus tard, Jay passe une soirée avec ses amis au Kit Kat Club, une boîte située à Times Square, quand soudain, quelqu'un apparaît de l'autre côté de la salle. Sean voit rouge, il traverse la salle, il attrape Lance et lui sort sa plus belle réplique du parrain. I know it was you, Fredo. You broke my heart. He just kept saying, you broke my heart. You broke my heart. And I'm like,
what are you talking about? Dans les quelques secondes qui suivent, Jay saisit une lame de 13 cm et l'enfonce dans l'abdomen de sa victime. Put that knife in you. Take a little bit of life from you. Am I frightening you? Shall I continue? You got a knot in your chest. Imagine how a knife hurts. You stabbed over some records. Your excuse was he was talking too reckless. Quelques jours plus tard, Sean Carter se rend de lui-même à la police. Lance n'est pas décédé suite à ses blessures, mais Sean risque tout de même jusqu'à 15 ans de prison ferme. Même s'il prenait que les 2/3 ou la moitié de la peine, sa carrière serait terminée. C'est là que la nouvelle fortune de Jay va devenir très utile et lui permettre de faire appel à un avocat hors norme, Murray Richman, connu pour défendre les gros bonnets de la mafia italienne. Sur ses conseils, Sean plaide coupable et il s'en sort avec seulement 3 ans de sursis. Suite à cet incident, Sean décide de prendre sa vie en main et de se concentrer sur ce qui est important pour lui, la musique. All that stops. You know what I mean? Yeah. I'm not going to parties with 30 people and like I'm not putting myself in that position no more. Quelques semaines plus tard, Volume 3, Life and Times of S. Carter sort dans les bacs. Le buzz autour de l'affaire et les attentes démesurées des fans le propulsent directement à la première place du top américain avec 500 000 copies vendues en première semaine et ça, malgré le leak. Mais le soufflet retombe très rapidement. Le premier single, Do It Again, fait un flop. 12 a.m. on my way to the club. 1 a.m. DJ made it a rub. Le deuxième single, Things That You Do, en feat avec Mariah Carey, il fait pareil. Heureusement, Jay-Z a gardé sa meilleure cartouche pour la fin. Il a repris point par point la formule qui a fait le succès de son tube Hard Knock Life. Sample de comédie musicale, clips et lyrics qui font écho à la vie de rue. C'est calibré au millimètre pour tout péter. I do a bid, lose a rib, bust it, trust in that. Run up the heaven doors, exchange my life for yours. Leave a stake out the door, mi casa, su casa. 4 mois après la sortie du projet, aucun son n'a réussi à se placer dans le top 50 américain. Mais Jay-Z, il accepte jamais la défaite. Il va alors tout miser sur le titre le plus golemont du projet. Quand je dis tout miser, c'est qu'il a sorti $1 million pour s'envoler à Trinidad, louer un yacht, faire venir une 50aine de modèles et embaucher un réalisateur tellement hype qui s'appelle Hype. Check 'em out now. We doing big pimpin', we spending cheese. Check 'em out now. Big pimpin' on BLAD. We doing big pimpin' up in NYC. It's just that jigger band, MC and BUMB. Le beat de Timbaland est très novateur pour l'époque. Tellement novateur que Pimp C, qui est en feat sur le son, ne s'est même pas déplacé sur le tournage du clip parce qu'il assumait pas le délire. Jay l'a finalement convaincu de tourner quelques scènes à LA et ça aurait été dommage de rater ça. Puceau, moi, sérieusement? Avec le succès de Big Pimpin', Jay-Z conclut la trilogie qu'il a amené au sommet des charts américains. Il a désormais une fanbase de zinzin. To get tickets to a Jay-Z concert, I'd pay $4 zillion. All the guys in my grade, definitely, they love Jay-Z. Il se considère alors comme le dieu du rap. Il se fait surnommer Hova, en référence à Jéhovah, et qui est Jésus. Hello, it's Hova. That's right, young in the waiting zones. Hova the God. I should be rapping with a turban. Haters can't disturb him. Waiters can't serve him. Mike Jordan the rap outside Jay working. Miscellaneous rap niggas, I'm the king. Motherfuck the ring, mommy kiss the chain. Et même si avec le recul les projets sont pas aussi bons que Reasonable Doubt, on peut plus remettre en question les immenses qualités de rappeur de Jay-Z. S'il fallait une preuve, en 99, il écrit un son en tant que ghostwriter, c'est-à-dire qu'on sait pas du tout que c'est lui qui l'a écrit, et le son en question, c'est Still Dre. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DRE. They say, okay, yo, can you do this for me? And he stepped to the table and brought the noise. Wrote me a hit record. I'm doing Dre and Snoop. Still. On découvrira d'ailleurs plus tard que Jay est derrière beaucoup de tubes de l'histoire du hip-hop. Mais le plan de Jay-Z, il se limite pas à prouver qu'il est le plus chaud en rap. Son plan, c'est de devenir Rockefeller. Or, les artistes ne deviennent jamais milliardaires. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Les artistes, ils sont en fait souvent enfermés dans le mythe du poète maudit, dans lequel ils doivent rester purs et libérés de toute considération financière. Ce qui veut dire concrètement que c'est les mecs en chemise des labels qui
qui vont faire toutes les thunes sur leur dos. That they could talk to and be like, you're an artist, you shouldn't have money. Like that's the gas. They hit you with that to make you, yeah, I don't want any money. I want to be a pure artist. Les seuls à assumer vouloir faire du paper, c'est les rappeurs. Mais dès qu'ils touchent un peu, ils le dépensent bêtement, à la manière de Jaz-O. Jay-Z, il est bien décidé à tout faire différemment. Et pour ça, il a un plan. D'abord, il sait que la manière la plus évidente de toucher un billet, c'est les sponsors. Run DMC a ouvert la voie quelques années auparavant en devenant égérie d'Adidas. Jay suit le même chemin avec Reebok pour lesquels il crée sa propre paire, les S. Carter Sneakers. Pour la promotion, il crée son équipe de basket de rue pour participer au tournoi du Rucker, le terrain mythique de Brooklyn. Mais comme il aime vraiment pas perdre, il se contente pas de recruter des joueurs de street basket. Il va aussi chercher les meilleurs basketteurs possibles. Oui, en NBA. Dans son équipe, on retrouve alors Kenyon Martin, Tracy McGrady ou encore LeBron James. Coming soon, you're gonna see me in a Rock jersey at the Rucker too. L'équipe de Jay roule sur la compétition et lors de leur sortie, 10 000 paires de S. Carter se vendent en moins d'1 heure. C'est la vente la plus rapide de l'histoire de Reebok. Mais Jay ne compte pas s'arrêter au sponsoring. Il sait que son immense influence peut lui apporter beaucoup plus s'il monte ses propres business. Avec ses associés de Rockefeller, il crée alors la marque de vêtements Rocawear. What are you wearing? It's my own label, right? This is my own brand right here, Rocawear. Hip hop not only it's not only building, right? I'm saying it's a lifestyle. It's the way you dress and the way you walk and so how you wear your hair, you know what I mean? La production commence à l'arrache avec 3 machines à coudre dans les bureaux du label, mais Jay et ses potes se rendent vite compte que ça va être compliqué de suivre la cadence. Ils signent alors un deal avec un fabricant spécialisé, ils obtiennent une meilleure distribution et là, ça explose. Will not lose ever. La marque Rocawear génère 80 millions de dollars en 18 mois. I smarten up, open the market up. 1 million, 2 million, 3 million, 4. In 18 months, 80 million more. Là, on arrive au moment où Jay aurait pu se dire, voilà, j'ai bien fait des thunes, c'est cool, maintenant je pars aux Bahamas et ciao. Mais pas du tout. You know, like the snowball effect, we just capitalize everywhere. You know what I mean? We reinvest in ourselves. Grâce à l'aide de Dame, Sean multiplie les investissements. Il lance sa marque de vodka, son nightclub et il finance même un film. Oui, on appelle ça du capitalisme, mais pour Jay, devenir millionnaire en étant noir dans une société raciste, c'est déjà un acte révolutionnaire en soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il associe régulièrement un t-shirt du Che à ses chaînes en or. Et le cœur de son entreprise, ce qui drive tout le reste, c'est Rockefeller. Right now, you're in Minnesota, you're filming Sean Carter. CEO Rockefeller Records. Pour le moment, le label reste encore ultra dépendant des sorties de l'artiste Jay-Z. Les Rock Guys ont besoin d'une stratégie pour mettre en avant les autres rappeurs qu'ils viennent de signer. You know we want to do things the typical way. That we wasn't coming with the typical artists. You know what I'm saying? We wasn't coming with typical music. Le génie marketing de Sean entre alors en jeu. Rockefeller va sortir une compilation de sons qui présente tous les rappeurs du crew, mais ils vont la marketer comme si c'était un projet de Jay-Z. L'album The Dynasty Rock La Familia sort le 31 octobre 2000 et il se place à la première place des ventes. Vous commencez à comprendre la dynamique. Au-delà de son succès, le projet il est vraiment lourd et il est assez passionnant. D'abord parce que Jay en a profité pour renouveler son pool de beatmakers. My relationship with producers, like that's my thing right there. I always try to give a new guy a shot. Avec I Just Wanna Love You, le grand public découvre les Neptunes, alias Chad Hugo et Pharrell Williams. Been around the world, romance and girls that dance with girls from Club Cheetah, the Club Amnesia, the Peanuts in LA, bubbling in Dublin, can't deny me. Why would you want to? You need me. Là, la prod, c'est quelque chose, hein. C'est tellement quelque chose que les Neptunes se font repérer par la plus grosse star de la musique à l'époque, Britney Spears, et ils produiront son prochain single. Et il y a aussi 2 autres beatmakers qui font une première apparition remarquée. Le premier s'appelle Just Blaze et le second c'est un petit producteur de Chicago qui vient tout juste de débarquer. Son nom, c'est Kanye West.
Sur This Can Be Life, Kanye propose une formule qui deviendra ensuite sa sauce signature, sampler un classique de la soul des années 70 et le bastonner avec des grosses drums. Et le résultat est magnifique. Ça c'est le sample, et la version Kanye, ça donne ça. Ce nouveau type d'instru inspire à Jay-Z des paroles plus deep et il va chercher des émotions au fond de lui-même, comme il l'avait jamais fait auparavant. At any given moment, Sean could lose it. Be on the news, iron cuffs, arms through it, a stuff with embalming fluid. Shit, I'm going through it. Mom dukes too, tears streaming down her pretty face, she got her palms to it. Sur ce son, Jay invite le rappeur qui lui a ouvert la voie, qui lui a montré comment exprimer ses émotions. Il s'appelle Scarface et il a été le premier à parler de paranoïa et de santé mentale avec Mind Playing Tricks en 91. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. Au moment d'enregistrer le feat, Scarface reçoit un coup de téléphone. Allô ? Il apprend alors que son neveu vient de mourir dans un incendie. Viens frère, on annule la session, on fera ça une autre fois. Non Jig, t'inquiète, je vais le faire. Now as I walk into the studio, do this with Jig. I got a phone call from one of my niggas. Said my homeboy Reek, he just lost one of his kids. And when I heard that, I just broke into tears. Il ne le sait pas encore, mais avec ses nouvelles prods et sa nouvelle manière d'écrire sur ses sentiments, Jay-Z vient de poser toutes les bases pour réaliser le plus grand chef-d'œuvre de sa carrière. On arrive au début des années 2000 et depuis la mort de Notorious Big, New York n'a plus de roi. La couronne est à prendre et deux sérieux candidats se présentent. À ma gauche, il s'apprête à sortir son nouvel album The Blueprint, c'est Jay-Z. À ma droite, l'homme à qui on doit les monstrueux Illmatic, It Was Written et deux albums un peu moins bien, faites du bruit pour Nas. Jay-Z, il est admiratif de Nas. Il sait que Illmatic c'est un putain de classique. Il place régulièrement des samples et des références à Nas dans ses propres albums. Mais Nas, c'est pas son gars. Il a toujours refusé de faire un feat avec lui et il commence à le titiller sérieusement. D'abord en s'en prenant à son protégé Memphis Bleek, puis en l'attaquant frontalement. Si Jay veut prendre la couronne, il a plus le choix, il va devoir l'éteindre. Pour ça, il lâche un freestyle qui deviendra ensuite le son Takeover ou Prise de pouvoir en français. But along with celebrity comes about 70 shots to your frame, nigga. Had a spark when you started, but now you're just garbage. Fell from top 10 to not mention at all. Jay attaque Nas sur sa hype qui baisse suite à ses deux derniers albums. Jusque-là, c'est fair play. Sauf qu'à la fin du son, tout ça devient beaucoup plus personnel. Cause you know who, yeah, you know what, well, you know who. Just keep that between me and you, nigga. Sean sous-entend ici avoir pécho Carmen Bryan, qui n'est autre que l'ancienne copine et mère de l'enfant de Nas. Le bif est lancé et à partir de là, la sauce ne va faire que monter. Avec Isser, Nas répond. Jay-Z est touché, mais il n'acceptera jamais la défaite. Will not lose ever. Il sort alors un freestyle dans lequel il va beaucoup trop loin. Bon, déjà c'est extrêmement homophobe, ce qui est un énorme CSC de la part de Jay-Z, on reviendra dessus un peu plus tard, mais surtout c'est vraiment très bas de gamme et même plus trop intéressant artistiquement. Gloria, la mère de Jay-Z, elle est choquée et elle demande même à son fils de s'excuser auprès
auprès de Nas. Et c'est là que le génie de Sean Carter intervient. Il sait que la suite risque d'être dramatique, comme ce fut le cas lors du beef entre Tupac et Biggie. Mais il sait aussi que ce clash est le meilleur boost possible pour sa carrière. Il va alors accepter de se réconcilier avec Nas en privé et jouer publiquement de cette rivalité pour se faire une giga pub. Cette stratégie atteindra son point d'orgue en 2005 avec le concert mythique I Declare War, Je déclare la guerre, dans lequel Jay-Z organisera un happening qui restera gravé à jamais dans l'histoire du hip-hop. So you know what I did? You know what I did for y'all, for hip-hop? I said, fuck that shit. Let's go. Nas finira même par signer dans le label de Jay-Z pour former une équipe surpuissante comme on en a rarement vu depuis Vegeta et Sangoku. Wasn't a point where, you know, he wanted to gun me down, I wanted to gun him. It was never that, you know, because that's not how I think how real bosses move or how real men move. Revenons en 2001, Jay-Z est en plein bif avec Nas, mais aussi avec Prodigy et Jadakiss, et sa situation est menacée. Everyone is frustrated. Everyone wants to be in your position. I mean, it's ambition. What it does to me, it makes the competitive spirit come out. I'm ready to do it. You know what I'm saying? Yeah, let's do it. Sean s'enferme alors en studio avec Just Blaze et Kanye West. Il a envie de creuser ce nouveau type de son basé sur des samples de soul. Les deux beatmakers se relaient alors nuit et jour pour produire un maximum. Et à chaque fois qu'une instru sort, Jay-Z enregistre un couplet dans la foulée. He records the songs in like 5 minutes, and then for the rest of the day, he just makes people come over and listen to him. Like, yeah, look how I'm killing y'all. Et le résultat de ce sprint est absolument incroyable. Umbrellas to face the bad weather. So now we travel first class to change the forecast. Never in bunches, just me and you. I loved your point of view cause you held no punches. We knee deep in coke, we keep deep in ice. We flood streets with dope, we keep weed to smoke. We all fish, better teach your folk. Give them money to eat, the next week he's broke. En 2 jours, le trio enregistre 9 sons et ils sont tous d'un niveau stratosphérique. He was about to leave out the room and he had played the songs. He's like, yo, after this song, Guru, I'm going to the lounge. I was like, yo, I got one beat to play. I gotta play you this beat. He's like, okay, you know what I'm saying? You did good so far. You know what I'm saying? You gave me 6 joints so far that's blazing. So I'll go ahead and listen to it out. So I put it on. He just started bobbing his head to it. Like, let me give you one of them looks like, that's how you know you got a heat rock. Let me give you that right there. H to the Izzo, B to the Izzy. With Shizzle, my Dizzle used to dribble down at VA. H to the Izzo, B to the Izzy. That's the anthem, get your damn hands up. Jay a étiré son champ des possibles. Il a étendu ce qu'il était possible de faire dans son rap. Il peut passer d'un son gangster à la Reasonable Doubt, à un son Golemont sur les meufs, ou encore à des émotions profondes qu'il a ressenties lors d'une rupture. C'est extrêmement varié et tout est très très lourd. Pour parachever son chef-d'œuvre, il ne lui manque alors plus qu'un featuring. Mais quel rappeur pourrait être digne d'un projet aussi incroyable? Bet everything you worth, you lose your tie and your shirt. Since I'm in a position to talk to these kids and they listen, I ain't no politician, but I kick it with them a minute. Cause see, they call me a menace. And if the shoe fits, I wear it. But if it don't, then y'all will swallow the truth, grin and bear it. Now who's the king of these rude, ludicrous, lucrative lyrics? Who could inherit the title? Put the youth in hysterics, using his music to steer it, sharing his views and his merits. But there's a huge interference, they're saying you shouldn't hear it. Le niveau d'Eminem, c'est indécent. Pour la première fois de sa vie, Jay-Z se fait laver sur son propre son. Après la session, il est rentré chez lui et il a même pas eu besoin de prendre de douche. Bien propre. But what M did was silly. The white boy blossom. After Dre endorsed him, his flow renegade. Fucking awesome. Applaud him. The Blueprint est encore aujourd'hui considéré comme un des plus grands albums de l'histoire du rap. Et à juste titre. Et cette fois-ci, pas de leak. Donc il y a rien qui pourrait empêcher cet album de détruire les charts américains. Enfin, faudrait vraiment imaginer le pire événement tragique qui mobiliserait tous les médias du monde entier. Oui, The Blueprint est sorti le jour du 11 septembre. Toutes les télés et les radios de la planète n'ont parlé que d'un seul sujet pendant les semaines et les mois qui ont suivi. Et pourtant, cet album a quand même cartonné avec 427 000 copies vendues en première semaine, ce qui est un exploit juste
exceptionnel. Rumor has it the blueprint classic couldn't even be stopped by Bin Laden. September 11th marks the era forever of the revolutionary J. Guevara. Sean a tout réussi. Il est un rappeur accompli, sûrement le meilleur ou un des deux meilleurs. Il gère un label de musique et différents business. Il est millionnaire. Il ne lui manque plus qu'une seule chose pour être heureux. You ready, B? Let's go get 'em. Their love is forever, and I never felt that forever type of thing. Sean fait alors la rencontre de Beyoncé Knowles, qui est alors la chanteuse des Destiny's Child. Oui, vous vous rappelez de cette chanson If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. Le courant passe bien, le courant passe même très bien. Et Jay propose alors à Beyoncé un feat sur The Blueprint 2. You ready, B? Let's go get 'em. Look for me, young B, cruising down the west side highway, doing what we like to do. Eyes behind shades, this necklace the reason all of my dates been blind dates with the... Sur ce son, Jay présente Beyoncé comme sa girlfriend et le public s'enflamme. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend, me and my girlfriend. Down the ride to the very end, it's me and my boyfriend. The problem is... Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Beyoncé, elle vient d'un milieu aisé. Elle a fait toute sa jeunesse dans une école privée. Son précédent mec, elle l'avait rencontré à l'église. Et du coup, elle est pas prête à s'engager avec un gangster qui déclare être un pimp dans la moitié de ses sons. Mais parfois, on choisit pas vraiment. It'd be fair to say that you guys are close friends. Yeah. Would it be fair to say that y'all saying, There you go. Wait, oh, we follow him? Oh, would it be fair to say that as friends you've been on out? Yeah, that's fair. That's fair. That's fair. That's fair? Yeah. Okay, all right. So, I don't know. I would... Jay-Z et Beyoncé deviennent un couple, mais ils deviennent aussi plus qu'un couple. C'est la fusion de deux marques ultra puissantes. Jay-Z apporte à Beyoncé la street cred dont elle manquait, et Beyoncé ouvre à Jay-Z un public encore plus large. Et paf, ça fait des chocs à pic. En 2003, leur feat Crazy in Love gagne 2 Grammys et il est sacré 3e meilleur son de la décennie par le magazine Rolling Stone. Et ils deviennent même le couple le plus puissant au monde d'après le Time Magazine. Bref, revenons à 2002, The Blueprint 2 sort, paf, numéro 1, mais en vrai, il est pas du tout à la hauteur de son prédécesseur. Quelques très bons sons, mais le reste, voilà, sans plus. Jay-Z est en fait déjà passé à autre chose. Après 7 ans à sortir un CD chaque année, il sent que c'est le moment de prendre sa retraite. Mais il peut pas rester sur un album moyen. Il veut partir sur le meilleur album de sa discographie. If this is your last album, every single track has to be a statement. Like in your mind, you thinking, I have to make the perfect album. Il réunit alors l'ensemble des Avengers, Just Blaze, Kanye West, Timbaland et les Neptunes. Et pour aller encore plus loin, il fait appel à un des producteurs les plus légendaires, responsable de classiques de Public Enemy, de Run DMC ou encore des Red Hot Chili Peppers. What is this? A crossover episode? All these records I used to listen to, these guys are the creators of it, the architects of what we do right now. Jay se retrouve alors dans le fameux manoir hanté d'Houdini et il souhaite reprendre un de ses sons préférés, 99 Problems, de Ice-T. So if you're having girl problems, I'm prepared for your son. Got 99 problems and a bitch ain't one. Hit it. Yes, I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. I'm thinking maybe we start a cappella with
If you're having girl problems, I feel bad for your son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me, bam, right into the first verse. I got the rap patrol. Yeah, that's money. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my casket's closed. Le Black Album sort le 14 novembre 2003 et il se place évidemment à la première place des charts. Et c'est un album que je trouve légèrement sous-coté dans sa discographie. Les gens le placent généralement en dessous de The Blueprint et de Reasonable Doubt, alors que pour moi, il a sa place dans la discussion. Non sérieux, écoutez ça. Non, mais sérieux. Écoutez ça. Non, ok, mais écoutez ça. It's my pain and my struggle, the song that I sing to you is my everything. Treat my first like my last and my last like my first and my birth is the same as when I came. Là c'est trop, sérieusement c'est trop. Jay-Z c'est le GOAT. Voilà, c'est dit, je me retiens depuis 20 minutes, maintenant je l'ai dit, c'est bon, c'est posé. Les sons sont tellement bons qu'ils donnent lieu à une série de remixes légendaires, ce qui aboutira ensuite sur le plus grand mashup de l'histoire, Collision Course, un mélange des sons de Jay-Z et de Linkin Park. L'album de Jay-Z et Linkin Park est tellement incroyable qu'il faudrait en faire une vidéo entière. Ah bah elle est déjà là. Bah voilà, ça c'est pratique. Vous pouvez la regarder après. À 33 ans, Jay-Z peut alors prendre sa retraite tranquillement. Nigga, I'm about to go golfing, man. Hey, I might even have me a cappuccino, fuck it. I'm going somewhere nice with no mosquitoes at, nigga. À la fin du clip de 99 Problems, il se fait flinguer pour symboliser la fin du personnage. Jay-Z a dominé, Jay-Z a vaincu, mais Jay-Z n'existe plus. Par contre, pour Sean Carter, c'est que le début. Jay-Z, c'est un Kirby. Dès qu'il voit quelqu'un avec un pouvoir stylé, il l'absorbe, il chope le pouvoir, puis il le dégage. Il a absorbé le côté hustler de D-Heaven, puis il a coupé les ponts, il a mangé le rap de Jazzo, puis il l'a sorti de sa vie, et le dernier pouvoir en date, c'est le sens du business de Damon Dash. Et justement, la relation entre Dame et Jay, elle commence à battre de l'aile. Ils sont de moins en moins d'accord sur la direction que doit prendre Rockefeller. Quand Def Jam leur propose de les racheter, ils y voient alors une opportunité en or. Ce que Dame ne sait pas, c'est qu'au même moment, Def Jam cherche un nouveau président, et Sean s'est positionné auprès des actionnaires. Quelques mois après le rachat, il devient le président de Def Jam Records et donc le boss de Dame. Il lui annonce la nouvelle lors d'un dîner. It's not personal, Sonny. It's strictly business. Sean Carter, c'est plus un rappeur qui cite Don Corleone, c'est Don Corleone. C'est devenu un businessman intraitable, prêt à tout pour se rapprocher de son but final, devenir milliardaire. Dame est dégoûté, il veut plus entendre parler de Jay-Z. Il lui revend même ses parts de Rocawear pour 22 millions de dollars. Et pour Sean, c'est une opportunité en or, vraiment en or, puisqu'il revendra l'entreprise quelques années plus tard pour 204 millions de dollars. Here we go. Et pour percer dans le monde des affaires, Sean, il sait qu'il a un atout majeur. La marque Jay-Z, son personnage et l'audience qu'il concentre deviennent des business à part entière. I'm not a businessman, I'm a businessman. Let me handle my business, damn. Je ne suis pas un businessman, je suis moi-même un business. Concrètement, Sean enchaîne les deals avec les ordinateurs Hewlett-Packard, avec les bières Budweiser, avec les montres Audemars Piguet puis Hublot, et même avec les voitures General Motors pour lesquelles il décide d'inventer une couleur, le Jay-Z Blue, un bleu avec des reflets platine. C'est-à-dire qu'au moment d'acheter ta voiture, tu pouvais dire je la voudrais en couleur Jay-Z. Évidemment, personne n'a jamais fait ça, mais Jay, il a quand même touché des millions. Moi, j'ai touché le chèque. À chaque deal, Sean négocie pour que ce soit de vrais partenariats, pour récupérer un pourcentage des ventes, en plus du fee publicitaire. No, I don't typically do a one-off endorsement deals. I've just never been interested in that. It's just more so if I can create some sort of partnership. Mais il y a certaines marques qui ont pas trop envie d'être associées au monde du rap. Dans ses clips, Jay pop généralement des bouteilles de Cristal, une marque de champagne française. Ça lui donne un petit côté connoisseur. Il boit pas du Moët comme tous les autres blaireaux. Sauf qu'à force de les mettre en avant, Cristal, c'est devenu une marque reconnue et consommée massivement aux US. En juin 2006, on demande à Frédéric Rousseau, le patron de Cristal, ce qu'il pense de ce public de rappeurs. Il répond alors: on s'en passerait bien, mais on peut pas les empêcher d'en acheter.
Sean est outré par tant de racisme et d'ingratitude. Sean investit alors 200 millions de dollars dans une marque de champagne française totalement inconnue, Armand de Brignac. Il crée alors sa propre bouteille, la Ace of Spades, et dans le clip de Show Me What You Got, il refuse une bouteille de cristal pour qu'on lui apporte à la place une magnifique Ace of Spades. Alors pour ceux qui se demandent, le Ace of Spades s'est vendu 300 € la bouteille, c'est noté 4,4 sur Vivino, ce qui en fait un champagne plutôt qualitatif mais clairement overpriced. Mais comme c'est la bouteille de Jay-Z, ça marche. Depuis que Jay-Z s'est entiché de l'élixir de tous les excès, la production champenoise a explosé. 20 000 bouteilles par an en 2006, 100 000 aujourd'hui. La maison Cattier espère en produire 300 000 dans quelques années. Ces bouteilles auraient rapporté plus de 50 millions de dollars à Sean Carter. À partir de là, Sean il se contente plus de faire des deals. Il veut investir dans un maximum de business. Un bistrot gastronomique à Manhattan, une comédie musicale à Broadway, une marque de cognac et même une équipe de NBA. Il achète 1,5% des Nets, une team du New Jersey qui se relocalise à ce moment-là à Brooklyn. La stratégie est simple, il met de l'argent dans tout ce qui le passionne. These are things that are comfortable for me. These are things that I like. Just invest in things that you understand. Mais ce qui intéresse le plus Jay, ça reste la musique. Et ça tombe bien puisqu'il est président de Def Jam. Sauf que le label, il est pas en très bon état. On est loin des heures de gloire des années 80 et 90 avec les Beastie Boys et Public Enemy. Maintenant, Def Jam, c'est une boîte de planqués avec les mêmes mecs qui foutent rien depuis 25 ans. Petite réunion, petit café et gros salaire. Ça rappelle les ambiances d'EMI à l'époque Jazzo. Et Jay, il a juste envie de laisser tomber. Mais la vérité, c'est que Sean Carter, il n'accepte jamais la défaite. Il réunit tous les employés et il leur fait un giga speech de motivation. Allez, maintenant, on sort les doigts et on va tout baiser. Même toi, Jean Guillet, Dieu sait que t'es moche. Jay se met alors en quête de l'artiste qui sauvera le label. Et le premier à se présenter, c'est Kanye West. Kanye, il en a marre d'être juste le beatmaker de Jay-Z. Il a envie lui aussi de prendre la lumière. Il a envie de rapper. Le problème, c'est qu'il a pas le niveau. I'm not that good of a rapper. Yeah, I'm no Jay-Z. His flow wasn't as tight. It was like it's like more stretched out. It wasn't just, he didn't hit everything, all the time, like the 1, 2, like, his flow was like, was lacking in my opinion. Jay sent alors que c'est à son tour de donner, de transmettre, comme Jazzo l'a fait pour lui à l'époque. Il signe Kanye West en tant que rappeur chez Rockefeller et il met tout en œuvre pour le faire progresser en rap. Kanye débloque alors la seule chose qui lui manquait. À force d'entraînement, il a désormais un flow assuré, en plus des instrus de malade qu'il crée lui-même et d'un univers qui détonne dans le monde du rap vu qu'il vient pas de la rue. À partir de là, il enchaîne les tubes et les albums triple platine. Tiens, le prochain rendez-vous est arrivé. C'est une ado de 17 ans. Elle vient de la Barbade, une petite île des Caraïbes. Elle lance son instru et elle commence à chanter sa chanson. Sean sait immédiatement que c'est un hit. Il sait que Rihanna va devenir une star. When I met her that day, I knew she was a star. Like, just her look, the way she walked into a room and her confidence. Sean ramène immédiatement les avocats du label. Personne n'a le droit de sortir du bureau tant qu'un contrat n'est pas signé. Et à 3h du mat, le deal est conclu. Rihanna est une artiste Def Jam. I was shaking. I was like, oh my, I've never met a celebrity. Jay se met alors à travailler sur ses différents albums, leur structure, trouver les bonnes personnes avec qui collaborer. Un jour, il récupère un son initialement prévu pour Britney Spears, il le file à Rihanna et il ajoute une intro rappée pour accoler son nom et pousser le titre au maximum. No clouds in my stones. Let it rain, I hydroplane in the bank coming down like the Dow Jones. When the clouds come, we go. Let the sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end.
Rihanna devient alors une superstar. And the Grammy goes to Rihanna featuring Jay-Z for Umbrella. Et Sean, il se limite pas à ces deux artistes, il enchaîne les signatures avec notamment Rick Ross en 2006. Et il signe également Nas la même année avec un album porté par le titre de leur réconciliation, Black Republican. Mais malgré tous ces succès, l'entreprise Def Jam connaît de grandes difficultés. Et ouais, dans les années 2000, c'est la crise du disque. Tous les foyers ont désormais accès à Internet, tout le monde pirate et les ventes de CD s'effondrent. Jay sait que s'il veut sauver Def Jam, il n'y a qu'une seule solution. Il doit faire son retour. I'm back. À 37 ans, il sort alors un nouvel album, Kingdom Come. Et dedans, il se voit comme le messie, l'homme qui va sauver l'industrie du disque. L'album se classe logiquement numéro 1 des ventes, mais la hype ne dure pas. Malgré l'aide de Dr. Dre à la production, Kingdom Come, c'est pas lourd, c'est balourd. Ça, c'est une palourde. Ça sent que Jay-Z, il a plus trop envie de rapper. D'ailleurs, il l'avoue lui-même dans un de ses titres. L'année suivante, American Gangster sort au cinéma. Le film raconte la vie de Frank Lucas, un dealer d'héroïne porté par une ambition démesurée. So you are what you are in this world. That's either one or two things. Either you're somebody or you ain't nobody. Calé dans son confortable siège de cinéma, Sean se prend une giga claque. Il a l'impression de revivre son adolescence. Ça lui rappelle des sentiments qu'il pensait avoir oubliés. Il entre en studio et il enregistre un album qui s'inspire des scènes du film et qui s'appellera donc logiquement American Gangster. L'album sent bon le Reasonable Doubt. Il est clairement plus lourd que le précédent et il se classe logiquement à la première place des charts. Mais force est de constater que ça fait 20 ans que c'est toujours un peu la même recette. Et pendant ce temps, le rap il a changé. En 2007, Jay-Z fait de moins bonnes premières semaines que 50 Cent, que T.I. et surtout que la nouvelle star du rap, Kanye West. Kanye, lui, n'a plus vraiment le temps de faire des instrus pour Jay-Z. Il est dans le futur et Jay, lui, il est bloqué dans le passé. Un passé glorieux et maîtrisé, certes, mais un passé quand même. Son influence décroît. Il ne domine plus le game. Il est has-been. Il est finito. Vous commencez à comprendre le personnage, il est hors de question pour Jay-Z de subir une défaite. Mais pour reprendre le trône, il va devoir tout changer. D'abord, il démissionne de sa position de président de Def Jam. Bah oui, il pourra pas redevenir le meilleur rappeur s'il doit être tous les jours au taf. Ensuite, il rachète les droits de son prochain album pour 5 millions de dollars. Enfin, il se laisse pousser les cheveux. Jay est enfin prêt à redevenir le king et son rôle va largement dépasser celui d'un simple rappeur. Et déjà pour une première raison, c'est que pour Jay-Z, le rap est en danger. Il peut mourir comme ce fut le cas du rock qui était devenu éclaté dans les années 80. Les nouveaux rappeurs ne connaissent pas les bases, ils ne connaissent même pas Kane ou Rakim. Ils se contentent d'imiter le gangsta rap, de faire les gangsters alors qu'ils viennent la plupart du temps même pas de la rue. Le rap ça a toujours été un moyen d'exprimer honnêtement son ressenti, son vécu et là ça devient juste totalement fake. Pour ne rien arranger, la musique commence à s'uniformiser. Avec l'arrivée de l'autotune et le succès de T-Pain, tous les artistes se mettent à faire les mêmes sons. I'm not just, auto-tune is bad. There are songs that have auto-tune that I love. But when everyone jumps on this bandwagon and everyone tries to make the same exact record. I mean, I heard that record from T-Pain. I liked it.
I don't want to hear 100 times from 100 different artists. Like, I want to hear different stuff. À l'époque, même les pubs, elles sont sous autotune. When I need a tasty treat to pick me up that lifts me off my feet. Trop c'est trop, Jay-Z doit mettre un terme à toute cette mascarade. En 2009, il effectue son retour pour proclamer la mort de l'autotune. This is anti-auto-tune, death for the ringtone. This ain't for iTunes, this ain't for sing-alongs. You boys' jeans too tight, your colors too bright, your voice too light. You rappers singing too much. Get back to rap, you T-painting too much. Je me rappelle encore de la première fois que j'ai vu ce clip, j'étais choqué, le flow était trop percutant. J'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Je me rappelle qu'il y a une punchline en particulier qui m'a laissé par terre, c'est celle-là. I'm a multi-millionaire, so how is it I'm still the hardest here? Et il avait raison, il était redevenu le rappeur le plus hard de tout le game. Pour son album, Jay renoue avec Kanye West pour reformer la formule gagnante de The Blueprint, mais cette fois-ci, l'album est tourné vers l'avenir. I'm so tomorrow to order more than yesterday, which means you're more time delay. This what tomorrow is. Welcome to tomorrow, bitch. Et le 8 septembre 2009, le monde entier se prend The Blueprint numéro 3. Jay-Z has broken the record formerly held by Elvis Presley for the number of solo #1 albums. Mais pour Jay-Z, le rap c'est désormais devenu trop petit. Il fait désormais partie des plus grands artistes musicaux de l'histoire comme les Rolling Stones ou les Beatles. Well, hip-hop music is now international. It's actually pop music. Is reached that, you know, that's an old term. What's your favorite kind? If we're talking genres, would it be hip-hop? No. My favorite music is heartfelt music. I don't believe in the separation of music. Yeah, I listen to Coldplay and listen to DMX, to 50 Cent, to Kanye West. Mais il y a une chose qui manque encore au rap pour dépasser le rock, c'est la puissance des concerts. Impossible de remplir un stade avec du rap. Rapper sur des instrus, ça sera jamais aussi impressionnant qu'un groupe qui se défend sur scène ou qui envoie de gigantesques flammes. Mais s'il y a une personne qui peut changer ça, c'est bien Jay-Z. Et justement, il a une opportunité en or. Il est programmé au festival anglais Glastonbury, un des plus gros festivals au monde. Pour Noel Gallagher, le guitariste d'Oasis, c'est hors de question. Il ne peut pas y avoir de hip-hop à Glastonbury. On est où là? La polémique enfle. Une partie du monde du rock s'oppose à l'avenue de Jay-Z et on ne sait pas si sa performance sera maintenue. Jay-Z interprète Wonderwall d'Oasis et le public est immédiatement conquis. Puis ça enchaîne. $99 Problems devient un tube de rock avec des guitares et une batterie en live et même des riffs d'ACDC. Grâce à cette performance, Jay-Z fait tomber une barrière. Il vient de prouver que désormais le hip-hop ça parle à tout le monde, dans tous les pays. Tout le monde peut ressentir les émotions de cette musique et tout le monde peut s'identifier. À partir de ce moment-là, les concerts de Jay-Z remplissent des stades entiers et lui permettent de toucher jusqu'à $300 000 par date. Et pour l'occasion, Jay s'allie à un des cadors de l'organisation de concerts, l'entreprise Live Nation. Jay signe un deal de $150 millions pour encadrer toutes ses aventures musicales des 10 prochaines années. C'est la plus grosse signature de l'histoire avec celle de Madonna. Et au sein de Live Nation, Sean peut recréer son propre label, Roc Nation. C'est un mélange de Rocafella et de Live Nation. Oui, c'est bien Barnabé. Jay emmène dans son sillage Kanye West et Rihanna. C'est le début d'une nouvelle dictature. We are, yeah, I said it, we are. This is Roc Nation. Pledge your allegiance. Get your boutiques on. All black, everything. Black cars, all black, everything. How
you could go from being Joe Blow to everybody on your dick, no homo. I bought my whole family whips, no Volvos. Next time I'm in church, please, no photos. C'est les émotions, en fait. Moins d'un an après avoir quitté Def Jam, Jay-Z se retrouve dans une position encore plus dominante dans l'industrie de la musique. Avec Roc Nation, il lance J. Cole et il signe Calvin Harris, Shakira, Lil Uzi Vert, Alicia Keys, Mariah Carey ou encore M.I.A. Et maintenant qu'il a tout baisé dans la musique, il peut passer à l'échelon supérieur et prendre le contrôle de sa propre ville. Pour ça, il crée un hymne digne de New York, New York de Frank Sinatra et ça s'appelle Empire State of Mind. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from. Ce son, c'est le premier single de Jay-Z à se placer numéro 1 des ventes. Et ça pendant 5 semaines consécutives. Ça devient l'hymne joué au début des matchs des Yankees, avant les compétitions équestres, pendant les cérémonies de diplomation. Et même le maire de New York doit avouer que, c'est un délire quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais Jay-Z ne va pas s'arrêter là. Il veut conquérir le pays tout entier. Et pour ça, il a un nouvel allié, Barack Obama. Il rencontre le jeune sénateur en 2008 et le courant passe très bien. Barack est fan de ses sons, il place des rêves dans ses propres discours et surtout il représente un espoir pour toute la communauté afro-américaine. Sean décide alors de le soutenir publiquement et il va même jusqu'à organiser une série de concerts gratuits pour encourager les jeunes à voter pour Obama. Go out, vote. Get your parents, get your friends, get your auntie. Now we have a chance to be a part of the American dream, but we have to make history happen. Le 20 juin 2009, Barack Obama devient le 44e président des États-Unis. Sean est présent à la cérémonie avec sa mère, sa compagne et le sentiment d'avoir fait basculer le destin de la nation. Jay-Z est devenu l'une des personnalités les plus influentes de la planète. Il peut s'asseoir sur le trône et célébrer. Il s'envole à Paris pour des vacances bien méritées avec Beyoncé. Il séjourne au Meurice dans une suite à $22 000 la nuit. Même MrBeast, il y est pas encore allé. Kanye se ramène, ils aménagent un petit studio dans le salon et Jay lâche un des meilleurs couplets de sa vie. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Also hot, let's get faded. Liberties for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick days. Why do you think the song Niggas in Paris is called Niggas in Paris? Cause niggas was in Paris. Ce son devient l'un des singles de Watch the Throne, l'album commun tant attendu entre Jay-Z et Kanye West qui sort le 8 août 2011. Et je vous le dis tout de suite, c'est un de mes albums préférés. Kanye est à son prime après My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Les instruments mélangent hip-hop, soul, rock indé, musique orchestrale, c'est plein de bonnes idées. Kanye et Jay sont sur le toit du monde, ils envoient une avalanche d'ego trip, de luxe, d'opulence et de décadence. C'est fou, c'est jeune. Entre-temps, Jay et Beyoncé se sont mariés. Il a put a ring on it. Et lors des Video Music Awards de 2011, Queen Bee a une annonce à faire. Ouais, t'as bien visé, mec, dans le mille. Droit au but. À ce moment-là, on peut difficilement imaginer quelqu'un de plus successful que Jay-Z. Et pourtant, il s'apprête à perdre ce qu'il a de plus précieux. En 510 avant Jésus-Christ, la ville de Rome entreprend une expansion sans limite. Elle atteint la taille d'un petit département, puis d'une région, d'un pays, jusqu'à conquérir la Méditerranée et la Gaule. À sa tête, Jules César est adoré du peuple et béni des dieux. En l'an 44 a.C., il est proclamé dictateur à vie. Son pouvoir dépasse tout ce que l'histoire des sociétés humaines a permis jusqu'alors. Rien ne semble pouvoir l'atteindre. Pourtant, à peine un mois plus tard, il est encerclé et tué de 23 coups de poignard, dont le dernier est porté
par son propre fils. L'être humain ne semble pas pouvoir échapper à cette loi immuable. Tel Icare qui vole trop haut et brûle ses ailes de cire, un pouvoir sans limite se conclut toujours par une chute dont on n'étudiera que trop tard l'anatomie. Le 5 mai 2014, le site d'information TMZ dévoile une vidéo prise depuis la caméra de surveillance d'un ascenseur du Standard Hotel de New York. On y voit Solange, la sœur de Beyoncé, s'en prendre verbalement à Jay-Z avant de le rouer de coups et d'en être séparé par un garde du corps. L'image publique de Jay-Z vivant une vie idéale de père de famille se fracture. On découvre sa relation secrète avec Rachel Roy, l'ex-femme de Damon Dash. It's not personal, son. It's strictly business. Beyoncé voit la vérité en face et décide de partir. Elle se met à chercher un nouvel appart à Manhattan pour vivre seule avec sa fille. Dans son album Lemonade, qui sort en 2016, elle l'allume Jay-Z. So what are you gonna say at my funeral now that you've killed me? Here lies the body of the love of my life, whose heart I broke. Rest in peace, my true love, who I took for granted. Looking at my watch, you should have been home. Today I regret the night I put that ring on. He always got them fucking excuses. I pray the Lord you reveal what his truth is. I left a note in the hallway. By the time you read it, I'll be far away. Sean se rend alors compte qu'à trop vouloir réussir, à vouloir tout gagner, il a délaissé l'essentiel, sa propre famille. Et il a en réalité tout perdu. Il n'a plus que deux choix, s'entêter et finir seul, ou reconnaître ses erreurs et espérer une rédemption. En 2017, il sort le titre 444, issu de l'album du même nom. Les 4 représentent la date d'anniversaire de Beyoncé, la sienne, et la date de leur mariage. Et dans ce son, Jay présente ses excuses. You mature faster than me, I wasn't ready, so I apologize. I never wanted another woman to know something about me that you didn't know. I promise I cried, I couldn't hold. I suck at love, I think I need a do-over. You did what with who? What good is a menage a trois when you have a soulmate? The best apology is change behavior, right? And then also you have to, you have to acknowledge. You have to acknowledge the pain. You have to let that person have their say. It's hard. It's very difficult. It's very difficult to hear, difficult to say. It's difficult to, to listen to that sort of pain. Les excuses semblent sincères et finissent par être acceptées par Beyoncé. We chose to fight for our love, for our family, to give our kids a different outcome. Jay-Z évite alors le destin d'Eric Benet qui a trompé et perdu la plus belle femme du monde, Halle Berry. You excellent, knowing all along, all you had to say you was wrong. You almost went Eric Benet. Let the baddest girl in the world get away. I don't even know what else to say. Nigga, never go Eric Benet. I don't even know what you would have done in the future of the niggas playing football with your son. You would have lost it. La réconciliation se fait en musique avec la sortie en 2018 d'Everything Is Love en tant que The Carters, alias Sean Carter et Beyoncé Carter. Yeah, you fucked up the first song, we had to get remarried. Yo, chill. We keeping it real with these people, right? Lucky I ain't kill you when I'm at that. The ups and downs are worth it. Long way to go, but we're working. We're flawed, but we're still perfect for each other. Yeah. We were using our art almost like a therapy session, and we started making music together. Mais cette rédemption, elle s'arrête pas là. Sean, il sait qu'il a aussi fait beaucoup de mal à sa mère. Il sait depuis des années qu'elle est lesbienne, mais il a continué pendant trop longtemps à ignorer cette partie d'elle et à utiliser des expressions homophobes dans ses textes. It was there, everyone knew, but we never spoke about it. Dans 444, il brise enfin ce tabou. Mama had 4 kids, but she's a lesbian. Had to pretend so long that she's a lesbian. Had to hide in the closet so she medicate. Society shame and the pain was too much to take. Cry tears of joy when you fell in love. Don't matter to me if it's a him or her. I just wanna see you smile through all the hate. Et les actes ont même précédé la parole puisque Sean a soutenu Obama dans sa campagne pour légaliser le mariage homosexuel. You choose to love whoever you love. That's their business. It's no different than discriminating against blacks. It's discrimination, plain and simple. Grâce à sa mère, Sean avait aussi pu revoir son père quelques années plus tôt. Il avait pu le pardonner pour son abandon. Et ça,
quelques mois avant son décès. So Pop, I forgive you for all the shit that I lived through. It wasn't all your fault, homie, you got caught into the same game I fought. I'm just glad we got to see each other, talk and re-meet each other, save a place in heaven till the next time we meet forever. Dans les années 2010, Sean est donc devenu une personne plus apaisée, plus équilibrée, avec des relations familiales et même amicales plus saines. Reste à savoir s'il a atteint son objectif initial, celui de devenir milliardaire. Eh bien, sur la même période, il s'est passé beaucoup de choses. Ses 2 sorties solo se classent numéro 1 des charts. Il sort 56 millions de dollars pour acquérir le service de streaming Tidal. Il réunit la Justice League de la musique. Puis, il revend ses parts pour 297 millions de dollars. Il revend aussi sa marque de champagne à LVMH pour plusieurs centaines de millions d'euros. Il investit dans une petite start-up de taxi. C'est Uber. Il investit aussi dans des produits de beauté, dans l'immobilier, dans le cinéma et dans l'art contemporain. I bought some artwork for 1 million. 2 years later, that shit worth 2 million. 2 years later, that shit worth 8 million. I can't wait to get this shit to my children. À l'heure actuelle, la fortune de Sean Carter s'élève à 2,8 milliards de dollars. Sean vit désormais à Malibu dans la résidence la plus chère de l'histoire de la Californie, en compagnie de sa femme Beyoncé et de ses 3 enfants, Blue Ivy, Remy et Sœur. Ainsi se termine donc l'histoire du dealer devenu Rockefeller. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait super plaisir. Cette vidéo, c'est plus de 4 mois de travail à plein temps et je fais tout seul. Recherche, écriture, enregistrement, montage. Et à cause des extraits musicaux, je ne touche aucune monétisation sur les pubs qui s'affichent pendant la vidéo. Donc si vous voulez me soutenir, je viens de réouvrir ma page Patreon. Sur cette page, vous pouvez me régaler avec un don mensuel de quelques euros. Ça m'aide énormément pour travailler sur des vidéos comme celle que vous venez de voir. Et en rejoignant le Patreon, vous avez accès à un Discord privé sur lequel vous pouvez suivre l'avancement des prochains épisodes, les voir en exclu avant leur sortie et bien sûr discuter avec moi et avec les autres membres. Et si c'est pas possible pour vous, vous pouvez aussi me soutenir en partageant cette vidéo à vos amis ou à votre famille, ça m'aide aussi énormément. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Moi ça m'a fait super plaisir de parler de Jay-Z pendant plus d'1 heure parce que c'est un de mes artistes préférés, un de ceux qui m'a le plus marqué quand j'étais ado. Sean Carter, c'est un de mes modèles en termes de déter et d'ambition et c'est un mec qui a fait tomber pas mal de barrières et ça c'est vraiment ouf. J'ai trop de sons préférés, trop de sons qui m'ont marqué, mais j'ai quand même fait l'effort de tenter une sélection pour vous offrir ma playlist spéciale Jay-Z. C'est dispo sur Spotify et sur Deezer, je vous mets les liens en description. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis blah. Is now, it's how it always be. I never change, this is always me. From the womb to the tomb, from now to my doom. Drink army from 1 cup, pass it around the room.